L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est très probablement l'une des plus violentes sur lesquelles j'ai eu à travailler jusqu'ici. Absolument toutes les horreurs possibles ont été commises à l'intérieur de cette maison de l'Ohio, aujourd'hui surnommée la Maison des Secrets. Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Mais trêve de bavardage, je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. L'affaire d'aujourd'hui débute au cœur de l'État de la Virginie-Occidentale aux États-Unis. La Virginie-Occidentale se trouve être l'un des États les plus sauvages de l'Est américain, et elle est connue pour ses paysages montagneux et ses petites communautés ayant très longtemps vécu dans un certain isolement. Et c'est là, dans la toute petite ville de Logan, que vit la famille Sexton, composée de Lana et de son époux Chester, ainsi que de leurs 10 enfants. Une plutôt grande famille donc, que le petit dernier Eddie vient compléter à la perfection. Eddie Lee Sexton voit le jour le 12 mai 1942 et il est un petit garçon plein d'énergie et qui est surtout très proche de ses frères et sœurs. Ils vivent dans une toute petite maison, clairement trop petite pour accueillir 12 êtres humains, et ils n'ont ni l'eau courante ni l'électricité. Et il faut savoir que les hivers en Virginie-Occidentale peuvent parfois être très rudes, surtout à cette époque. Au mois de janvier par exemple, les températures sont bien rarement au-dessus de zéro. La vie n'est donc pas des plus faciles pour les membres de la famille Sexton. Et malheureusement avec le temps, cela ne va faire qu'empirer. Suite à une opportunité de travail, les 12 membres de la famille vont quitter leur petite ville pour aller s'installer à Ironton, qui est localisé dans l'état de l'Ohio, à environ 2 heures au nord de Logan. Mais seulement quelques mois après leur déménagement, le père de famille Chester va brutalement perdre la vie des suites d'une crise cardiaque, laissant sa famille dans une situation financière extrêmement difficile. Car à ce moment-là, la famille tout entière reposait uniquement sur le salaire de Chester. Et sans lui, ils n'ont plus le moindre revenu. Chester avait 2 emplois. La semaine, il travaillait en tant que mineur et les dimanches, il était pasteur pour l'église de la ville. Il officiait régulièrement la messe et il était d'ailleurs un homme très respecté et très aimé au sein de sa communauté. La religion va d'ailleurs avoir une place très importante dans la vie des membres de la famille Sexton. Les 10 enfants sont élevés selon les croyances de la Bible, qu'ils connaissent d'ailleurs pratiquement par cœur. Et comme si les choses n'étaient déjà pas assez tragiques comme cela, la mère de famille, Lana, va de son côté elle aussi avoir de très sérieux problèmes de santé, dont un accident cardiovasculaire qui va la laisser lourdement handicapée pour le restant de ses jours. Eddie et ses frères et sœurs ne vont donc pas avoir l'enfance la plus joyeuse possible, mais ils vont cependant plutôt bien s'en sortir dans la vie. À la fin de ses études, Eddie décide de marcher dans les pas de ses frères et de rejoindre l'armée. Une décision qu'il prend avec beaucoup d'enthousiasme. Mais son enthousiasme va cependant très rapidement redescendre, car après seulement quelques mois, il se retrouve radié de l'armée pour faute grave. Lors de son retour à Ironton, Eddie, qui est à ce moment-là âgé de 21 ans, se met à fréquenter une jeune fille. Et j'insiste sur le terme « jeune fille », car elle n'était âgée, elle, que de 15 ans. Et il ne prendra pas bien longtemps avant que cette jeune fille ne tombe enceinte d'Eddie. Angoissés à l'idée que leur famille n'apprenne la nouvelle, ils décident d'officialiser leur relation en se mariant. Un mariage qui va cependant être de très courte durée. Car seulement 24 heures plus tard, Eddie Sexton est arrêté par la police après avoir commis un braquage dans une station essence. Il est alors envoyé derrière les barreaux pour une durée de 5 ans, et seulement quelques jours après la naissance de leur fils, sa femme demande le divorce et ne lui donnera plus jamais le moindre signe de vie. Lorsqu'il retrouve la liberté, Eddie reprend sa vie exactement là où il l'avait laissée, et il ne perd pas une seconde, car il va très rapidement faire la rencontre d'Estella May, qu'on va tout simplement appeler Stella tout au long du récit. Stella est née le 24 mars 1947. Elle est donc de 5 ans plus jeune qu'Eddie, et contrairement à lui, elle a eu une enfance plutôt facile. Stella fait elle aussi partie d'une plutôt grande famille, mais ses parents ont toujours eu les moyens de nourrir et de loger correctement leurs enfants. Elle a toujours été une personne extrêmement positive, souriante et pleine de joie de vivre. C'est d'ailleurs ce qui la caractérise le mieux.
Au cours de l'année 1966, elle tombe enceinte de son petit ami de l'époque qui va lâchement l'abandonner lorsqu'il apprend la nouvelle de la grossesse. Stella va donc donner naissance seule, au début de l'année 1967, à un petit garçon qu'elle nomme Patrick. Et lorsqu'elle rencontre Eddie cette même année, elle voit immédiatement en lui l'homme parfait. Il est doux, il est charmant et il est très romantique. Elle en est certaine, elle vient de décrocher le gros lot. Si seulement elle savait ce qui l'attendait réellement. Stella, son petit garçon de seulement quelques mois, et Eddie s'installent très rapidement ensemble. Et ils ne perdent d'ailleurs pas de temps avant d'agrandir leur petite famille, car seulement quelques mois après leur rencontre, Stella est enceinte d'Eddie. Et tout comme ça avait déjà été le cas lorsqu'il avait appris la grossesse de son ex-petite amie, Eddie décide à ce moment-là qu'il est temps pour eux de se marier. Je vous rappelle qu'Eddie provient d'une famille extrêmement religieuse. Et dans ses croyances, il était très important d'être marié avant de mettre un enfant au monde. En l'espace de seulement quelques mois, Stella et Eddie sont mariés, parents de leur premier enfant qu'ils nomment Eddie Junior, et ils ne s'arrêtent pas là, car au fil des années, ils vont en tout avoir 11 enfants ensemble. 11 enfants plus le petit Patrick, qui je vous le rappelle était né de la précédente relation de Stella. Les enfants étaient très rapprochés en âge, ils n'avaient que 1 ou 2 ans d'écart maximum, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'elle donnait naissance, Stella retombait pratiquement immédiatement enceinte dans la foulée. Et honnêtement, mes respects pour ça, parce qu'elle l'a fait 12 fois, je vous le rappelle. Ils forment donc une très grande famille, en apparence plutôt heureuse. La petite tribu s'installe au 1849 Caroline Street, dans la ville de Massillon, à l'intérieur d'une très grande demeure, qui deviendra plus tard très connue pour les horreurs s'y étant déroulées. Et à Massillon, Eddie ne va avoir absolument aucun mal à charmer tous ses voisins. Il est souriant, s'arrête pour discuter avec tout le monde, se montre serviable, bref, il a l'image de l'homme et du père de famille idéal. Les seules personnes qui ne vont pas tomber dans le panneau se trouvent être les membres de la famille de sa femme, Stella. Ils ont depuis leur première rencontre avec lui ce sentiment qu'Eddie n'est aucunement la personne qu'il prétend être. Ils sont incapables de savoir exactement d'où leur provient ce sentiment, mais ils ont cependant un très mauvais pressentiment le concernant. Et cela ne va pas plaire du tout à Eddie, principalement car ils avaient tout à fait raison de se méfier. Eddie va alors se mettre à manipuler sa femme et lui faire un véritable lavage de cerveau pour l'éloigner le plus possible de sa famille, ce qui va parfaitement fonctionner. Stella va tout doucement prendre ses distances et commencer à donner de moins en moins de nouvelles à ses proches, jusqu'à totalement couper les ponts avec eux. Elle n'a à ce moment-là plus le moindre ami et plus la moindre famille en dehors d'Eddie et de ses 12 enfants. Et une fois sa femme totalement sous son contrôle, Eddie peut enfin mettre à exécution son petit plan tordu. Un plan entièrement basé sur ce pourquoi il était le plus doué, la manipulation. Je vous rappelle que son père était pasteur et que sa famille était très religieuse. Et la foi n'avait absolument jamais quitté Eddie, qui à la fin de sa vingtaine décide à son tour de devenir pasteur. Il obtient alors sa licence et ouvre sa propre communauté religieuse qu'il nomme The Cavalry Church of God, qui se trouve être basée sur des croyances évangéliques et sur le culte de Dieu. Il devient officiellement célébrant de mariage. Il ouvre ainsi les portes de sa maison aux nombreux couples de la région souhaitant se marier, et à chaque mariage qui est célébré sous leur toit, c'est toute la famille Sexton qui s'investit. Les 12 enfants s'occupent de la décoration et de la préparation de la salle où le mariage avait lieu, et Stella cuisinait elle de bons petits plats pour les mariés et leurs invités. Les choses semblent donc plutôt bien aller pour la famille Sexton. Eddie est devenu extrêmement populaire dans la région, et le bouche à oreille se fait rapidement. Résultat, les demandes de mariage se font de plus en plus nombreuses, et il en va de même pour son mouvement religieux qui compte de nouveaux membres chaque jour. Mais bien rapidement, les sujets et les thèmes abordés lors des sermons d'Eddie Sexton deviennent de plus en plus sombres et apocalyptiques, ce que les membres de son mouvement religieux ne vont pas manquer de remarquer. À chacun de ses sermons, Eddie semble être comme en transe, et il aborde de moins en moins Dieu et la Bible pour s'attarder plutôt sur des sujets beaucoup plus sombres, s'apparentant plutôt à du satanisme. Et seulement quelques mois après avoir ouvert son mouvement religieux, Eddie perd la totalité de ses adeptes et se voit donc forcé de fermer une bonne fois pour toutes les portes de son église. Mais il n'a pas tout perdu, car à ses côtés se trouvent encore 13 membres qui lui sont entièrement fidèles et qui boivent ses paroles sans se poser la moindre question. Il s'agit là de Stella et de leurs 12 enfants.
La famille Sexton, qui avait pour habitude de se rendre à la messe chaque dimanche matin sans faute, disparaît du jour au lendemain des bancs de l'église. Car désormais, la seule et unique religion qu'ils ont le droit de pratiquer est celle d'Eddie. Il leur explique avoir une connexion toute particulière avec Dieu et avoir de très grands pouvoirs divins. Et pour leur faire passer le message, il emmène ses 12 enfants ainsi que sa femme jusqu'à une statue de Dieu que la famille avait installée dans leur jardin. Et à l'aide d'une hache, il coupe les bras de la statue avant de la réduire en morceaux. Il se retourne alors vers ses enfants et leur explique que désormais, Dieu ne peut plus rien faire pour eux, et que la seule et unique personne qu'ils ont le droit de vénérer, c'est lui. Ce moment précis marque un véritable tournant dans la vie des membres de la famille Sexton, car après ce jour-là, plus rien ne sera jamais pareil. La religion va alors prendre une place très très importante dans la vie de toute la famille. Et pour imposer sa supériorité, Eddie manipule sa femme et ses enfants en utilisant la peur et la crainte. Un soir, alors que 2 de ses enfants les plus vieux, Charles et Matthew, se trouvaient dans leur chambre prêts à aller se coucher, ils ont soudainement entendu un bruit étrange provenant de l'extérieur de la maison, quelque chose ressemblant à des ongles qui tapaient sur la fenêtre de leur chambre. Ils ont alors ouvert les rideaux de leur chambre pour voir de quoi il s'agissait et se sont mis à hurler de peur. De l'autre côté de la fenêtre se trouvait une large forme, ressemblant pratiquement à une bête sauvage, en train de les observer depuis l'extérieur de la maison. Alertée par les cris, Stella accourt dans la chambre de ses fils. Et lorsqu'elle arrive, les 2 garçons, qui sont toujours à ce moment-là totalement terrifiés, lui décrivent cette fameuse bête qu'ils ont aperçue à l'extérieur de la maison. Mais lorsque la mère de famille regarde par la fenêtre, le jardin est totalement vide. Quelques secondes plus tard, c'est Eddie qui fait son entrée dans la chambre des garçons. Et il leur explique que ce qu'ils ont vu est bel et bien réel, et qu'il s'agissait là de Satan. Et il ajoute que la présence de Satan de l'autre côté de leur fenêtre était un avertissement, et que cela signifiait que si les enfants n'obéissaient pas au doigt et à l'œil à leur père, alors Satan s'emparerait d'eux et les ferait brûler en enfer jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, vous l'aurez deviné, cette fameuse bête était en réalité Eddie sous un déguisement. La seule chose qu'il souhaitait était d'instaurer un climat de peur à l'intérieur de son domicile pour que personne ne lui résiste. Peu de temps après ce fameux incident impliquant Satan, Eddie décide de rassembler toute sa famille dans la cuisine. Et lorsque Stella et les enfants entrent dans la pièce, ils sont totalement sous le choc. La cuisine est plongée dans le noir. Un pentagramme a été dessiné sur la table et des dizaines de bougies sont allumées. Et au centre de ce fameux pentagramme se trouvait un drap recouvrant quelque chose qui leur était à ce moment-là impossible de distinguer. Quelques secondes plus tard, Eddie fait son entrée. Il est à ce moment-là habillé d'une longue cape noire et il tient 2 objets dans ses mains. Un livre dédié à la religion du satanisme ainsi qu'un calice. Je vous préviens tout de suite, ce qui va suivre comprend des détails sur de la torture animale, donc n'hésitez pas à avancer de quelques secondes si vous ne voulez pas entendre cela. Lorsque Eddie soulève le drap qui se trouve au centre de la table, les enfants sont totalement horrifiés de découvrir en dessous le corps sans vie du chat de la famille. Eddie attrape un couteau, il ouvre l'animal en 2 et remplit le calice de son sang. Il va ensuite en boire une gorgée et forcer chacun des membres de sa famille à en faire autant. Les enfants sont totalement terrifiés et la plupart d'entre eux retiennent leurs larmes. Mais ils vont néanmoins s'exécuter car ils savent très bien ce qui va leur arriver s'ils n'obéissent pas. Avec le temps, Eddie s'était transformé en un véritable monstre. Et la violence faisait maintenant partie du quotidien de ses 12 enfants. Il leur fallait obéir au doigt et à l'œil à leur père, sans quoi les sanctions tombaient. Mais le problème, c'est qu'avec une famille aussi grande que la sienne, il était compliqué pour Eddie de garder l'œil sur chacun de ses enfants. Il va donc prendre la décision de les monter les uns contre les autres. Il ordonne donc à ses enfants de se surveiller les uns les autres et de venir lui rapporter absolument tout ce dont ils ont été témoins. Les enfants n'avaient aucunement le droit de quitter la maison. Ils étaient autorisés à sortir seulement pour se rendre à l'école. Et même là, il leur était interdit de parler à qui que ce soit, aussi bien leurs camarades de classe que leurs professeurs. Les 12 enfants étaient donc constamment silencieux et ils n'avaient pas le moindre ami. Ils étaient vus par les autres élèves comme de véritables ovnis. Et attendez, car ça n'est pas tout. Pour s'assurer que ces enfants ne parlent jamais de ce qui se passait derrière les murs de leur maison, Eddie va les manipuler. Premièrement, en leur faisant croire qu'il avait les yeux rivés sur eux, même lorsqu'ils se trouvaient à l'école, et que si l'un d'entre eux venait à parler à qui que ce soit,
il le saurait. Mais il va aussi de nouveau les utiliser comme petit espion personnel. Il leur donne chaque jour une pièce de 25 centimes qu'ils ne sont autorisés à utiliser que pour une seule et unique raison. Utiliser le téléphone public pour l'appeler si l'un de leurs frères et sœurs était aperçu en train de parler à quelqu'un. Donc en plus de devoir se méfier de leur propre père, ils devaient maintenant être vigilants et s'assurer que leurs frères et sœurs n'avaient pas des yeux qui traînent. Et justement, un événement assez traumatisant pour Charles, l'un des aînés de la famille, va avoir lieu, alors qu'il se trouve encore au collège. Il va apercevoir au loin l'une de ses sœurs en train de discuter avec son professeur. Et immédiatement, Charles est pris d'une énorme panique. Deux options s'offrent alors à lui. Soit il utilise ses 25 centimes pour prévenir son père de ce qu'il venait de voir, soit il garde le secret et il prie pour qu'Eddie n'apprenne jamais ce dont il avait été témoin, sans quoi il savait pertinemment qu'il serait violemment puni et torturé pour lui avoir caché cela. Par peur des représailles, le jeune garçon décide d'y aller avec la première option. Il attrape alors la pièce qui traînait au fond de sa poche, téléphone à son père et lui raconte tout. Et ce soir-là, sa sœur a à peine eu le temps de passer le pas de la porte que Eddie s'est jeté sur elle. Il va alors violemment la battre devant les autres enfants et il finit par aller s'enfermer avec elle dans la chambre de l'adolescente pour terminer de la torturer loin des regards. À ce moment-là, Charles ressent un terrible sentiment de culpabilité et il va énormément regretter son geste. Mais en réalité, on ne peut pas du tout le blâmer pour ce qu'il a fait. Il a simplement agi par peur et pour tenter de se protéger. Absolument tous les membres de la famille Sexton vivaient dans une peur constante. Et je vous vois venir. Vous allez me demander, ok, mais ils ont une mère aussi ces enfants. Qu'en est-il de Stella ? Eh bien Stella était tout autant victime que les enfants. Son mari la manipulait, l'isolait et la battait régulièrement, au point qu'elle avait fini par accepter elle aussi de se plier à ses règles et de laisser l'emprise d'Eddie prendre le dessus. Elle était victime au début en tout cas, car rapidement elle devient elle aussi complice des horreurs que faisait subir Eddie à ses enfants. La violence physique et morale va bien rapidement s'accompagner aussi d'abus sexuels. Eddie va abuser d'absolument tous ses enfants, aussi bien les garçons que les filles. Et Stella, qui était tout à fait au courant de ce qui se passait, mais qui va en premier lieu se contenter de faire comme si de rien n'était, va finalement se voir forcée par son mari de l'assister lors de ces agressions terribles. Stella participe donc aux abus de ses propres enfants. Elle leur tient les bras et les maintient par terre, tandis qu'Eddie leur fait vivre un véritable enfer. La fille aînée du couple va être la principale victime d'Eddie. Elle se nomme tout comme sa mère, Estella Sexton, mais elle est plus souvent surnommée Pixie. Je vais donc l'appeler Pixie pour une meilleure compréhension du récit. Et alors que Pixie était âgée de tout juste 15 ans, son père a commencé à abuser d'elle. D'après ses frères et sœurs, la relation entre Pixie et Eddie était extrêmement étrange, car à la maison, ils agissaient tous les deux tel un couple, et avec le temps, il semblait presque que Pixie ait développé des sentiments amoureux envers son père. Une situation très très malsaine, qui le deviendra bientôt encore plus. Pixie était la cible principale des abus de son père, mais elle va aussi mentionner un petit peu plus tard les terribles violences dont sa mère, Stella, était elle aussi la victime des mains de son époux. Elle parle notamment d'une fois où elle n'était âgée que de 6 ans et où au cours d'une dispute, son père a tenté d'ébouillanter vivante Stella en lui jetant au visage une casserole remplie de graisse brûlante. Mais le liquide a à la place touché Pixie, qui à la suite de cet incident va passer plusieurs jours à l'hôpital. Les enfants vivaient donc totalement reclus, et la seule et unique source de divertissement à laquelle ils avaient le droit était la musique. Stella était une très grande fan de la musique des années 60, et elle possédait une platine ainsi que de nombreux vinyles qu'elle faisait jouer parfois le soir avant d'aller dormir. Elle invitait alors ses enfants à se joindre à elle, et le temps de quelques minutes, la famille pouvait ainsi oublier tous leurs soucis. Ils souriaient et dansaient au rythme de la musique, et ils pouvaient enfin agir comme ce qu'ils étaient réellement, des enfants. Et en plein milieu de l'un de ces moments de calme, alors que Stella et les enfants se vidaient l'esprit en dansant dans le salon, un événement absolument traumatisant va avoir lieu. Eddie pénètre alors dans la pièce, un large sourire sur le visage, précédé de sa fille Pixie, qui était à ce moment-là habillée d'une robe de mariée. Stella coupe immédiatement la musique, et le silence le plus total règne dans la pièce. Eddie annonce alors à la famille tout entière que sa fille Pixie et lui sont sur le point de se marier. La terreur et l'incompréhension se lient alors sur les visages de tout le monde.
à l'exception d'Eddie et de Pixie, qui ont tous les deux du mal à contenir leur joie. Et sous le regard totalement ahuri des membres de sa famille, Eddie va procéder à une cérémonie de mariage entre sa fille de tout juste 17 ans et lui. Et il est très important de mentionner qu'au cours du temps, Eddie va répéter ces cérémonies de mariage avec 2 autres de ses filles. Et seulement quelques semaines après ce fameux mariage, Pixie annonçait à toute la famille être enceinte. D'après elle, le père de son enfant se trouvait être un jeune militaire qu'elle connaissait à peine. Mais tout le monde savait pertinemment d'où provenait cet enfant et qui en était le père. Pixie ne sortait absolument jamais de la maison. Il lui aurait été impossible de rencontrer un homme. L'adolescente va donner naissance à cet enfant quelques mois plus tard, une petite fille qu'elle nomme Sacha. Et moins d'1 an après la naissance de Sacha, Pixie tombe de nouveau enceinte. Et à nouveau, elle donne naissance à une petite fille qu'elle va cette fois-ci appeler Dawn. À ce moment-là, la jeune Pixie se trouve encore au lycée, en classe de terminale. Et autant vous dire que les autres élèves et le corps enseignant commencent à se poser pas mal de questions. Cette jeune fille n'a jamais été aperçue en compagnie de qui que ce soit en dehors des membres de sa famille. Et au cours de ces 3 années de lycée, elle n'avait jamais adressé la parole à un seul de ses camarades de classe. D'où peuvent donc bien provenir ces enfants et qui en est le père ? Mais les chuchotements autour d'elle vont se faire de plus en plus intenses lorsqu'elle tombe enceinte pour la 3e fois, juste après la naissance de sa 2e fille. Bien sûr, Eddie se trouve être le père de ses 3 enfants. Et il comprend très rapidement que cette 3e grossesse risque de ne pas être très bien accueillie. Et surtout que certaines personnes pourraient commencer à enquêter un petit peu plus sur Pixie et sa famille, ou pire encore, contacter les services sociaux. Il prend alors une décision qui va étonner tous les membres de la famille. Pixie doit se trouver un petit ami qu'elle pourra utiliser comme couverture. Et c'est de cette manière que le jeune Joel Good tombe dans le piège malsain d'Eddie. Joel Good est un jeune homme de l'âge de Pixie. Il est timide, doux et très respectueux. Et la raison pour laquelle Pixie l'a choisi comme alibi se trouve être sa naïveté. Car Joel a un léger retard de développement, le rendant plus fragile et surtout plus facile à manipuler. Pixie explique à Joel que ses 2 filles sont nées d'une aventure qu'elle avait eue avec un jeune homme se trouvant dans les corps d'armée, mais elle lui annonce que cette 3e grossesse est de lui. Joel est comme un fou à l'idée de devenir père, et il crie la nouvelle sur tous les toits, ce qui va bien arranger Eddie. Joel et Pixie vont officialiser leur relation en se mariant, et ils accueillent quelques mois plus tard un petit garçon, Skipper Lee Good. Et je vous rappelle que Joel n'a pas le moindre doute sur le fait que Skipper se trouve être bel et bien son fils. Et au cours de la grossesse de Pixie, Sherry, une autre des filles d'Eddie, va elle aussi tomber enceinte de son père. Une grossesse qu'Eddie va la forcer à interrompre. Il a bien trop peur d'attirer l'attention sur lui si toutes ses filles adolescentes tombent enceintes. Il préfère donc se protéger, quitte à créer un véritable trauma chez la jeune fille. Et c'est à peu près à cette époque qu'Eddie prend conscience que si tous ces petits secrets venaient à être révélés au grand jour, alors il y avait de fortes chances pour qu'il passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Et ceci était absolument inconcevable pour lui. Eddie était prêt à se battre et à abattre absolument tout le monde sur son passage s'il le fallait pour pouvoir se protéger lui-même. Il décide alors d'éloigner sa famille encore un petit peu plus du reste du monde en construisant lui-même un mur géant tout autour de son terrain pour éviter à qui que ce soit d'entrer sur leur propriété, mais aussi et surtout pour empêcher à ses enfants de sortir de la maison. Ce que je trouve personnellement plutôt ridicule, car en tentant de se cacher, il fait en réalité tout l'inverse. Si mon voisin décide demain de construire un mur géant tout autour de sa maison, c'est certain que ça va attirer mon attention et que je vais me poser des questions. Mais apparemment, Eddie ne voit pas les choses de cette façon. L'été qui va suivre la naissance du petit Skipper, Charles et Matthew, 2 des aînés, qui ont tous les 2 passé pratiquement toute leur journée de vacances scolaires enfermés dans leur chambre, décident de s'amuser un petit peu. Ils vont alors construire un lance-pierre à l'aide d'un vieux pneu de vélo et d'élastiques, et ils s'amusent à viser leurs voisins depuis la fenêtre de leur chambre. Ils attrapent alors une pile et la propulsent directement sur leur voisin. L'objet va le toucher en plein visage et plutôt sérieusement le blesser. L'homme contacte alors la police et leur explique immédiatement ce qui lui est arrivé, et surtout le fait que les enfants de ses voisins se trouvent à l'origine de cette blessure. Le policier va alors frapper à la porte du domicile de la famille Sexton et tombe directement nez à nez avec le père de famille. Eddie s'excuse de la part de ses enfants et il réussit à convaincre le voisin de ne pas porter plainte et surtout le policier de ne pas interroger ses fils.
Aucune poursuite ne va avoir lieu et l'officier de police s'en va. À ce moment-là, le sourire poli qu'affichait Eddie retombe et son visage se remplit de haine. Il s'en prend alors très violemment à ses 2 fils. Il les bat et il les enferme à l'intérieur du placard de leur chambre. Eddie attrape ensuite un insecticide très puissant qu'il vaporise en dessous de la porte du placard à l'intérieur duquel ses enfants se trouvent. Charles et Matthew hurlent tous les deux. Ils toussent et ils supplient leur père de bien vouloir les laisser sortir. Mais Eddie n'est pas prêt à entendre quoi que ce soit. Les 2 adolescents vont finir par perdre conscience à force de respirer ce produit toxique. Ils ne reviendront à eux-mêmes que le lendemain matin. Et toujours ce même été, Eddie décide qu'il est temps pour lui d'apprendre à ses enfants à se battre et surtout à manier des armes à feu. Les enfants sont alors forcés de s'entraîner quotidiennement à tirer à l'aide d'un fusil pour être, d'après leur père, capables de défendre leur famille si la police venait à s'approcher un petit peu trop proche d'eux. Et si jamais vous vous demandez d'où provient la source principale de revenus de la famille Sexton, eh bien sachez qu'Eddie passait son temps à commettre des fraudes dans le simple but de remplir son compte en banque. Premièrement, grâce à une fausse attestation d'handicap. Le père de famille atteste souffrir de sclérose en plaques, l'empêchant de travailler. Et à cela, il ajoute d'autres handicaps, lui permettant ainsi de toucher de l'argent du gouvernement. Et sachez que lorsqu'une visite de contrôle avait lieu, Eddie s'assurait d'avoir toujours à portée de main un fauteuil roulant qu'il utilisait comme accessoire dans son rôle de personne à mobilité réduite et qu'il rangeait de nouveau au fond d'un placard dès le départ des inspecteurs. Mais il ne s'arrête pas là, car il va aussi à plusieurs reprises tenter de mettre le feu à sa propre maison dans l'espoir de collecter de l'argent des assurances. Et ce qui est encore plus tordu dans tout cela, c'est qu'il est prêt à sacrifier certains de ses enfants uniquement pour l'argent. Eddie va élaborer un plan totalement inhumain. Il planifie une petite sortie à l'extérieur de la maison avec sa femme et certains de ses enfants préférés d'après lui, tandis que les enfants qu'il aimait le moins étaient eux à la maison en compagnie d'une babysitter. Il va alors tout planifier pour qu'un feu se déclenche à l'intérieur de sa maison durant son absence, tout en espérant que ses enfants soient pris dans les flammes et qu'il puisse récolter une petite fortune pour la perte aussi bien de ses biens personnels que de ses propres enfants. Un plan qu'il avait plutôt bien ficelé, sauf qu'au moment où le feu a pris, et par miracle, la babysitter avait décidé de sortir de la maison avec les enfants pour les emmener manger une crème glacée. Résultat, personne n'a été blessé et le feu a pu être contrôlé avant de ne faire trop de dégâts. Et sachez que la liste des fraudes commises par Eddie est encore bien plus longue que cela. Vol, mensonges, fausses déclarations et j'en passe. À ce moment-là, les membres de la famille Sexton ainsi que Joel, le petit ami de Pixie, vivent tous reclus à l'intérieur de la maison familiale. Et Eddie semble plutôt bien contrôler sa famille pour s'assurer que ses petits secrets ne soient jamais révélés. Du moins, c'est ce qu'il pense. Au collège que fréquentent encore certains de ses enfants, le personnel éducatif commence à se questionner sur les conditions de vie des enfants Sexton. Et l'une des plus jeunes, la petite Machelle, est interrogée par la psychologue de l'établissement scolaire. La jeune enfant finit par craquer et par absolument tout lui avouer. Les violences, les abus, la religion très étrange de son père se rapprochant du satanisme, ainsi que l'isolement total dans lequel ses frères et sœurs et elle se trouvent. À la suite de ce témoignage, les services sociaux sont informés de la situation et sont envoyés au domicile de la famille Sexton. Et autant vous dire que l'accueil que va leur réserver Eddie est loin d'être chaleureux. Le père de famille est alors emmené de force jusqu'à la station de police où il va être interrogé. Mais il va être capable de retourner toute la situation et de se faire passer pour un homme de foi ainsi qu'un excellent père faisant de son mieux pour prendre soin de sa famille. Et croyez-le ou non, mais il va finir par être remis en liberté. Il n'est cependant pas prêt à en démordre, car à peine est-il rentré chez lui, il passe un appel au poste de police de Massillon et il insulte les policiers. Il les menace et il leur dit que si l'un d'entre eux ose s'approcher une fois de plus de son domicile, alors il n'hésitera aucunement à faire preuve de violence. Ça n'était peut-être pas la meilleure des techniques pour se faire discret, car résultat, les polices de toute la ville et de ses environs se mettent en route pour le domicile de la famille Sexton. Et pendant ce temps-là, Eddie met en place un véritable plan de guerre. Il ordonne à toute sa famille de barricader les portes et fenêtres de la maison, et il leur donne à chacun une arme à feu, tout en les informant que si un policier venait à poser ne serait-ce qu'un pied sur leur terrain, ils avaient pour ordre de l'abattre.
Tout le monde s'exécute alors. Les fenêtres sont toutes barricadées à l'aide de planches de bois et les aînés de la famille se trouvent à leur poste, prêts à ouvrir le feu. Les policiers vont alors faire évacuer toutes les maisons voisines à celle de la famille Sexton et ils vont fermer la rue tout entière. Le domicile d'Eddie est alors encerclé de policiers qui tentent de négocier avec lui et de lui faire retrouver la raison. Ce qu'ils craignent le plus à ce moment-là, c'est que l'homme s'en prenne aux membres de sa famille. Ils vont donc utiliser la manière douce pour ne pas lui faire peur et surtout ne pas le faire agir de manière impulsive. Et après plusieurs heures de négociations, Eddie finit par réaliser qu'il n'y a absolument aucun échappatoire à la situation dans laquelle il se trouve. Et il finit par se rendre. Nous sommes à ce moment-là en 1990. Et tandis que Eddie Sexton est emmené au poste de police, ses enfants et sa femme ont pour la toute première fois l'espoir de pouvoir retrouver un semblant de vie normale et de ne plus être sous l'influence de l'homme. Mais personne ne s'attendait à ce que Eddie Lee Sexton soit libéré quelques jours plus tard seulement, sous caution. Incroyable mais vrai. Après les accusations faites contre lui, ainsi que le danger très évident qu'il représente, les policiers le laissent partir. Une décision qu'ils vont bien rapidement regretter. À sa sortie de détention, Eddie est bien décidé à ne plus être sous le radar de la police. Et pour cela, il lui faut fuir. Mais hors de question pour lui de partir sans ses petits soldats. Il va alors kidnapper sa famille tout entière et les forcer à monter à bord d'un van. Sa femme, leurs 12 enfants, le mari de Pixie, Joel, ainsi que les 3 enfants de Pixie. La très grande famille a pour plan de parcourir plus de 1700 km en voiture pour se rendre jusqu'à un campement isolé de l'État de la Floride. Ils vont cependant faire une petite pause pour la nuit, à environ 4 heures de route de chez eux. Ils s'installent alors dans une zone boisée, loin de toute civilisation, et ils vont y passer un petit peu moins de 24 heures. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, Eddie n'a pas réellement de plan précis. Tout ce qu'il veut, c'est s'éloigner le plus possible de l'Ohio et surtout ne pas se faire prendre par la police. À ce moment-là, tout le monde est fatigué et sur les nerfs, à commencer par Eddie. Et lorsque le petit Skipper se met à hurler du haut de ses 9 mois, Eddie perd très rapidement patience. Il ordonne alors à sa fille Pixie de bien vouloir le faire taire immédiatement, sans quoi il s'en chargerait lui-même. À nouveau, je vous préviens, ce qui va suivre n'est pas facile à entendre, donc si vous préférez vous préserver, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes. Pixie est totalement terrifiée à l'idée que son père ne fasse du mal à son fils. Elle décide alors de prendre les choses en main. Elle place sa main sur la bouche de l'enfant et serre de toutes ses forces pour s'assurer que plus aucun son ne sorte de sa bouche. Mais après seulement quelques secondes, l'enfant est devenu complètement bleu et il ne respire plus. Pixie se met alors à hurler en réalisant ce qu'elle venait de faire. Sous les ordres du patriarche, le corps du petit Skipper va être enterré au fin fond de la forêt. Et autant vous dire qu'absolument tout le monde était totalement traumatisé par ce qui venait de se passer. Mais une personne l'était encore plus que les autres, Joel. Depuis la naissance de Skipper, Joel, qui était persuadé que l'enfant était de lui avait donné tout son amour et s'en était occupé nuit et jour. Et lorsqu'il apprend ce qui vient de se passer, il est totalement dévasté et il perd le contrôle. Il entre alors dans une rage folle et il tente de récupérer le corps de son fils pour pouvoir l'emmener jusqu'à une station de police. Et autant vous dire qu'en entendant le mot « police », c'est Eddie qui va à son tour perdre le contrôle. Il est totalement hors de question pour lui que la police soit mêlée à quoi que ce soit. Il lui faut calmer Joel très rapidement pour éviter que son petit plan ne tombe à l'eau et surtout que la police ne l'arrête. C'est alors qu'une idée lui vient. Une idée absolument monstrueuse et terriblement tordue. Le fils aîné d'Eddie et de Stella se prénommait Eddie Jr. Il était à ce moment-là devenu adulte et il avait depuis plusieurs années déjà quitté le domicile familial et vivait dans une petite ville d'Ohio aux côtés de sa femme et de son nouveau-né, un petit garçon qui avait vu le jour seulement quelques mois plus tôt. Et Eddie, le père donc, s'était dit que cet enfant, son petit-fils, pourrait tout à fait faire l'affaire et remplacer Skipper. Il lui suffisait de kidnapper l'enfant, quitte à tuer son propre fils s'il le fallait, et de cette manière, Pixie et Joel pourraient l'élever sous l'identité de Skipper et faire comme si ce bébé était le leur. C'est totalement fou à quel point cette affaire est tordue. Je suis en train de vous raconter tout cela et en même temps, j'ai énormément de mal à croire ce que je suis en train de dire. Et pourtant, je vous assure que tout ceci a bel et bien eu lieu. Eddie va alors forcer ses 2 garçons, William et Charles, à prendre la route avec lui et à se rendre jusqu'au domicile de leur frère. Après plusieurs heures de route, les voilà enfin arrivés.
Il se gare à quelques mètres de la porte d'entrée et Eddie tend à Charles une arme à feu. Il lui ordonne alors d'aller frapper à la porte d'entrée de chez son frère et de ne surtout pas hésiter à lui tirer dessus si nécessaire avant de récupérer l'enfant. Charles est totalement terrifié, mais je vous rappelle qu'absolument tous les membres de la famille Sexton se trouvent sous l'emprise d'Eddie. Ils savent de quoi il est capable et ils savent que s'ils ne lui obéissent pas, alors ce seront peut-être eux qui seront tués. Le jeune homme acquiesce et se dirige jusqu'à la porte de la maison. Il sent son cœur battre à toute vitesse dans sa poitrine, mais il sait que s'il le faut, il n'hésitera pas à tirer. Il frappe alors à la porte et se met en position, prêt à tirer. Il va attendre quelques secondes, mais personne ne répond. Il tente sa chance une seconde fois, mais à nouveau, la maison reste plongée dans le calme le plus total. Eddie Junior et sa famille ne se trouvaient pas à la maison ce jour-là. C'est un véritable miracle. Mais pour le patriarche de la famille, il s'agit plutôt là d'une tragédie. Le trio retourne alors au campement, et à leur arrivée sur place, il est clair pour eux que Joel ne s'est aucunement calmé entre-temps. Il est hors de lui, et il continue de mentionner son idée d'aller parler à la police. Mais pour Eddie, cette possibilité n'est absolument pas envisageable. Il va alors passer à la deuxième étape de son plan, et il va ordonner à son fils William d'emmener Joel un peu plus profondément dans la forêt et de l'assassiner. Si Joel disparaît, alors tous les problèmes d'Eddie disparaîtront par la même occasion. William s'exécute. Il attrape alors une corde et demande à Joel de bien vouloir l'accompagner dans la forêt pour discuter. Ce que Joel ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'Eddie les suivait à la trace, une arme à feu à la main. Et lorsque le moment propice s'est présenté, William s'est jeté sur Joel, enroulant la corde autour de son cou et serrant de toutes ses forces. Joel a immédiatement hurlé à plein poumon. Et à ce moment-là, William s'est mis à hésiter le temps d'une seconde. Il a desserré la corde et a pratiquement abandonné le plan. Mais c'était sans compter sur Eddie, car à ce moment précis, l'homme a surgi de derrière un arbre et a braqué son arme à feu sur la tempe de son propre fils, lui hurlant que si ce dernier ne tuait pas Joel immédiatement, alors c'est lui qui allait mourir. William a terminé le travail qu'il avait commencé et a serré la corde de toutes ses forces jusqu'à ce que Joel rende son dernier souffle. Une fin absolument tragique pour un jeune homme au cœur pur qui ne rêvait que d'une chose, avoir une famille et voir son fils grandir à ses côtés. Le corps de Joel va être enterré non loin de celui de Skipper et les membres de la famille Sexton décident à ce moment-là de reprendre leur route en direction de la Floride. Mais pendant que tout ceci était en train d'avoir lieu, la police de Massillon a pris conscience de la disparition soudaine des 18 membres de la famille et se sont mis à leur recherche. Une alerte est alors lancée à travers le pays tout entier. Et durant à peu près 4 jours, c'est une véritable course-poursuite qui a lieu. Eddie et sa famille n'ont de leur côté aucune idée que les polices du pays tout entier sont à leur recherche. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin sans se soucier de quoi que ce soit. Mais finalement, après 4 jours de recherches intenses, le 14 janvier 1994, les Sexton sont finalement localisés à l'intérieur du parc national de Little Manatee River, localisé en Floride, où ils sont immédiatement arrêtés. Eddie Lee Sexton et sa femme Estella Mae Sexton sont tous les deux arrêtés pour kidnapping, mise en danger d'enfants et maltraitance. À ce moment-là, les policiers n'avaient pas la moindre connaissance du fait que Eddie avait eu plusieurs enfants avec ses propres filles, mais ils n'étaient pas non plus au courant des meurtres du petit Skipper et de Joel Good. Lorsque le jeune Charles Sexton est questionné, il finit par craquer et par absolument tout révéler aux policiers. Il sent à ce moment-là qu'il se trouve en sécurité pour la toute première fois depuis des décennies entières. Et s'il lui faut parler, c'est maintenant ou jamais. Charles va vivre ce témoignage comme une véritable libération, et comme si le poids qu'il portait sur ses épaules depuis maintenant de longues années était enfin levé. Lorsqu'il découvre l'étendue des horreurs commises par Eddie Sexton, les policiers sont totalement sous le choc. Ils vont demander à Charles de bien vouloir les conduire jusqu'à l'endroit où les corps des 2 victimes d'Eddie avaient été enterrés, ce que le jeune homme va faire. Et en échange de cela, il va recevoir une immunité et va échapper à une peine de prison. Tout le monde au sein de la famille Sexton ne va cependant pas bénéficier de ce traitement de faveur. Pixie Sexton va passer 6 années derrière les barreaux pour le meurtre de son enfant. William va lui servir une peine de 25 ans pour avoir assassiné Joel Good. Stella va être condamnée à 22 ans de prison pour sa complicité dans les nombreux abus dont ses enfants ont été victimes, ainsi que pour leur kidnapping. Et en octobre 2017, alors qu'elle était âgée de 70 ans, elle perd la vie en prison de cause naturelle.
Eddie Lee Sexton est reconnu coupable après moins de 3 heures de délibération et est condamné à mort le 2 novembre 1994. Avant son procès, un psychologue a pris le temps de s'entretenir avec lui et sa conclusion est la suivante. Eddie Sexton a tout d'un psychopathe et il ne semble exprimer aucun regret pour ses actions. Et tout comme sa femme Stella, il va lui aussi perdre la vie dans sa cellule de cause naturelle au cours de l'année 2010 alors qu'il était âgé de 68 ans. Charles Sexton va participer à un épisode de la série Evil Lives Here, diffusée sur la chaîne de télévision Investigation Discovery. Et dans cet épisode, il décrit toutes les tortures et horreurs que son père lui a fait subir à lui, mais aussi à toute sa famille. Et à l'intérieur de cet épisode, il confie qu'un jour, alors qu'il n'était âgé que de 8 ans, il s'est faufilé dans la chambre de son père, une arme à feu à la main, prêt à mettre fin au jour de son tortionnaire. Mais alors qu'il venait tout juste d'appuyer l'arme à feu contre la tempe d'Eddie, le père de famille s'est réveillé et a réalisé ce que son fils était sur le point de faire. Il a alors réussi à le convaincre de poser l'arme à feu et il l'a bien sûr très sévèrement puni pour cela. Charles admet éprouver encore bien des regrets à ce jour lorsqu'il repense à cette fameuse nuit. Il souhaiterait revenir en arrière pour appuyer sur la gâchette une bonne fois pour toutes et ainsi empêcher son père de commettre les crimes terribles qu'il avait par la suite commis. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de tout cela. C'est l'une des affaires les plus complexes sur lesquelles j'ai travaillé et les plus violentes aussi, je pense. Donc n'hésitez pas à me laisser vos opinions dessus en commentaire. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vais vous laisser le lien de mon compte dans la barre de description de la vidéo. Et si vous aimez écouter ce genre d'histoire, mais plutôt sous forme de podcast, vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify. Même chose, le lien est dans la barre de description. Un très grand merci comme toujours d'avoir été présent aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!